Parker Schnabel vient de prendre le genre de décision qui peut soit définir une saison, soit la détruire complètement. Il a dépensé $1 million pour une toute nouvelle installation de lavage appelée Golden Goose, l'a boulonnée sur son tapis chez Dominion. Et maintenant, toute son année dépend de si cette machine fonctionne exactement comme il en a besoin. Il n'y a plus de filet de sécurité. Si cette usine tombe en panne, ce ne sera pas simplement un revers coûteux. Cela pourrait devenir l'erreur la plus coûteuse de toute la carrière minière de Parker. Seulement 3 semaines plus tôt, Parker avait pris la décision brutale de fermer le Golden Mile, qui avait été sa plus grande production de la saison. Cette décision a provoqué une onde de choc dans ses opérations, car le Golden Mile transportait une partie massive de ses réserves d'or. Une fois hors ligne, les chiffres de production se sont effondrés presque immédiatement. Chaque nettoyage ultérieur semblait plus petit, chaque semaine semblait pire. Et Parker pouvait sentir la saison lui glisser entre les mains. Aujourd'hui, l'horloge du Yukon tourne contre lui. L'hiver se rapproche chaque jour, et une fois que le sol gèle, la saison se termine, que Parker soit prêt ou non. La paie continue de drainer de l'argent chaque semaine, les factures de carburant ne s'arrêtent jamais, et les coûts d'équipement ne cessent de s'accumuler. L'horloge ne se soucie pas de savoir à quelle distance il se trouve. C'est ce qui rend la Golden Goose si importante. À l'heure actuelle, il reste immobile sur le tapis Dominion. Complètement silencieux, les courroies immobiles, pas d'eau qui le traverse, pas de gravier se déplaçant sur ses tamis. Devant lui se trouve une énorme montagne de saleté qui attendent d'être traitée, et chaque seconde pendant laquelle la machine reste inactive donne l'impression que de l'argent disparaît dans les airs. Lorsque le camion de transport arrive enfin avec la nouvelle installation de lavage, l'équipage ne peut cacher son enthousiasme. Après des semaines de pression et de mauvais chiffres de production, voir une toute nouvelle machine arriver sur la propriété ressemble à un espoir arrivant sur roue. Les ouvriers sourient comme des enfants qui voient un nouveau jouet pour la première fois. L'avoir de l'usine numéro 5, tout de suite. De nouveaux jouets, mec, de nouveaux jouets. Les blagues et l'excitation sont réelles, mais derrière, elles se cachent un niveau de tension que personne ne peut ignorer. Chaque mineur sur cette plateforme comprend exactement pourquoi Parker a acheté cette machine. Il n'a pas dépensé $1 million parce qu'il voulait quelque chose de tape à l'œil. Il l'a dépensé parce que sa saison a saigné de l'or et qu'il manque de moyens pour l'arrêter. Parker brise l'excitation avec une honnêteté brutale. Il explique que la Golden Goose devrait traiter plus de superficie que n'importe quelle usine de lavage qu'il possède actuellement. Il est censé récupérer l'or plus efficacement, et comme il est flambant neuf, il devrait offrir le type de temps de disponibilité dont son exploitation a désespérément besoin en ce moment. Il ne décrit pas une machine, il décrit la survie. Il dit que le Goose est arrivé exactement au bon moment car l'opération a encore beaucoup de travaux d'éclusage à terminer avant l'arrivée de l'hiver. L'arriéré créé par la fermeture du Golden Mile s'accroît chaque jour. Cette usine est censée effacer cet arriéré et sauver ses effectifs avant la fin du temps imparti. Parker choque alors une partie de l'équipage avec une autre décision. L'une de ses autres usines, l'usine de lavage Lucifer, est pleinement capable de reprendre ses activités. Il est prêt à fonctionner. Mais Parker décide de le garer pour le reste de la saison. Au lieu de cela, il mise sur une stratégie beaucoup plus risquée. Il terminera la saison en pilotant uniquement le Golden Goose aux côtés de l'usine de lavage Big Red à Dominion. 2 plantes au lieu de 3. Il s'agit d'un pari audacieux qui semble dangereusement proche de l'imprudence. Au moment où Lucifer reste stationné, Parker perd une grande partie de sa capacité de traitement. Chaque mètre de terre qui ne circule pas dans une usine est de l'or qu'il ne récupérera jamais. Le calcul est brutalement simple. La Golden Goose ne peut pas être moyenne. Il ne peut pas y avoir de problème mineur. Cela ne peut pas nécessiter une longue période d'adaptation. Il faut que ce soit presque parfait dès le premier jour. L'équipe de Parker ressent cette pression même s'il ne le dit pas directement. Les opérateurs de chargeuses commencent à se déplacer plus rapidement. Les chauffeurs de camions de roche ont réduit leurs itinéraires plus serrés. Les contremaîtres parlent plus intensément à la radio. Tout le monde sait ce qui se passe lorsque la production est insuffisante aussi tard dans la saison. Personne ne veut être la personne responsable de fournir des chiffres hebdomadaires décevants à Parker. La Golden Goose se trouve d'un côté de l'opération. D'énormes tas de salaires Golden Mile se trouvent de l'autre côté. La seule chose qui relie ces 2 points est un équipage mécanique qui court à contre-jour. Chez Dominion, l'équipe est désormais engagée dans un sprint brutal de 3 semaines pour exploiter la dernière section du Golden Mile.
Sur le papier, le plan semble assez simple. Retirer les déchets restants, transportez-les vers 2 stocks géants distants de près de 4000 pieds l'un de l'autre et traiter chaque once avant que l'hiver ne les arrête. Mais en réalité, l'opération semble chaotique. L'usine de lavage de Big Red traite déjà une montagne de salaire. Le deuxième stock, le plus important, continue de croître toutes les heures en attendant la mise en ligne du Golden Goose. Et le plus gros problème, l'oie n'est même pas encore entièrement assemblée. Le mécanicien Jeff et son équipe se lancent dans le processus d'assemblage final, boulonnant les sections ensemble à une vitesse qui montre exactement à quel point la situation est devenue urgente. Chaque boulon manquant semble coûteux. Pendant ce temps, les opérateurs de camions de transport continuent de transporter des déchets sur près d'un tiers de mille de la coupe au stock. La pile ne cesse de croître. L'usine ne fait absolument rien. Tout le monde sait ce qui se passe si ces stocks continuent de croître plus rapidement que l'usine ne peut les traiter. Un membre de l'équipage admet ouvertement ce que tout le monde pense. Parker ne sera pas content si cela prend encore du retard. Cette pression se propage à chaque quart de travail. Un opérateur regarde les mécaniciens envahir la machine et dit doucement qu'ils doivent faire démarrer la Golden Goose immédiatement. Personne ne conteste parce que tout le monde sait qu'il a raison. Parker parcourt le pad à plusieurs reprises, observant la machine silencieuse. Puis il le parcourt à nouveau. Il ne peut pas se permettre de voir une usine de lavage d'1 million de dollars inutilisée pendant que des saletés riches en or attendent à proximité. Chaque heure où l'oie reste silencieuse est comme une nouvelle opportunité qui s'échappe à jamais. Enfin, l'équipage commence à mettre en place l'énorme machine. Le processus est lent, dangereux et incroyablement précis. Les opérateurs d'équipements lourds guident l'énorme usine pouce par pouce à travers la plateforme pendant que tout le monde surveille de près. Tyson Lee donne des instructions avec une extrême concentration. 2 pieds de l'autre côté. Continue. Et voilà. Le mouvement ressemble à une intervention chirurgicale réalisée avec de la machinerie lourde. Un faux mouvement pour écouter des jours de réparation et détruire leur calendrier déjà fragile. Mitch Blaschke surveille attentivement chaque mouvement. Le coussin doit être parfaitement de niveau. Les points de raccordement doivent être parfaitement alignés. Les conduites d'eau doivent être connectées correctement. Il n'y a plus de place pour l'erreur. Lorsque la Golden Goose s'installe enfin, personne ne fait la fête. Parce que le positionnement de la machine n'était qu'un début. Maintenant, il faut qu'il fonctionne. L'équipe examine chaque contrôle, un par un, car une usine qui repose de travers sur son support est une usine qui vibre et crée des problèmes dès la première semaine de son fonctionnement. Jeff travaille sur les derniers boulons, tandis que l'équipe est encore en train de mettre en place l'infrastructure hydraulique. Brennan Rouault transporte des pièces sur la plateforme. Alec Kelly se coordonne avec Liam Pukula du côté de la pompe. Chaque personne possède une pièce de l'assemblage et chaque pièce doit être terminée avant que la première tranche de salaire n'entre dans la trémie. Si un pas glisse, toute la ligne de domino derrière lui glisse avec lui. La plante est en place, il fait encore sec, il est toujours silencieux et la montagne de salaire derrière lui augmente plus vite que l'équipage ne peut terminer l'assemblage. Le pari de l'orignal blessé de Tony. Pendant que Parker se bat contre la montre à Dominion, les projecteurs se tournent vers le nord, vers Tony Beats, qui vient de prendre l'un des plus gros paris de toute sa vie minière. Tony a dépensé 4 millions de dollars sur un tout nouveau terrain appelé Wounded Moose. Il l'a acheté sans le tester. Pas d'échantillonnage, pas de test, juste une poignée de main, une signature et une prière. La preuve est dans le pudding, comme Tony aime le dire. Alors il arrive avec une casserole pour découvrir à quoi ressemble réellement 4 millions de dollars dans la terre. Il ramasse, il tourbillonne, il incline la casserole vers la caméra, puis Tony arrête de parler. « Regardez comme ces conneries sont belles, regardez combien il y a, c'est fini !» Le sourire de Tony est plus large que le ruisseau derrière lui. Si c'était à Las Vegas, dit Tony, c'est pour ça qu'on appelle ça toucher un jackpot. Le soulagement fait l'essentiel du travail sur son visage. 4 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent à parier sur la saleté d'un étranger, et pour un casserole, au moins, la saleté lui répond qu'il a bien dit. Je pense que si c'était à Las Vegas, c'est pour ça que tu appelles décrocher un jackpot. C'est donc très très excitant de sortir votre première poêle d'une propriété comme celle-là et de trouver ce genre d'or. Tony appelle son petit-fils Egan pour voir la poêle. Il existe de nombreuses opportunités ici, dit Tony, et ses yeux sont déjà en train de déterminer où iront les coupes. Les propriétaires précédents ont déjà décapé une partie du terrain, ce qui signifie qu'une partie du dur travail de préparation est terminée. Tout ce dont la famille Beats a besoin, c'est d'apporter son équipement
et de commencer à évacuer. Le plan que Tony dessine sur place est typique de Tony. Il retirera l'équipage de la colline une fois qu'Harold sera disponible, l'amènera à Wounded Moose, exécutera une petite section d'essai et laissera le terrain prouver ce qu'il vaut. Bingo, dit Tony. Cela fonctionne parfaitement. L'équipage prend des notes. Egan écoute. Mike se tient à l'écart et regarde son père dessiner l'avenir d'une propriété qui pourrait lui appartenir. La poêle Wounded Moose fait aussi autre chose. Cela change une dynamique familiale qui couvait depuis des années. Le fils de Tony, Mike Beats, aspire depuis 20 ans à exploiter sa propre mine. Mike pousse son père avec acharnement pour avoir une chance de prouver qu'il peut réussir en tant que patron de mine. Tony se couvre comme Tony se couvre toujours. Commençons par ces 2 endroits ici, puis nous en parlerons. Aucune promesse, tant que l'opération n'est pas en place. Commençons par ces 2 endroits ici, puis nous en parlerons. Mais je ne fais aucune promesse tant que cela n'est pas en place, n'est-ce pas? Mike entend la haie pour ce qu'elle est. Son père a passé des années à aider Kevin à s'établir. Il a passé moins de temps à préparer Mike. Mike insiste sur ce point. Il court sur la colline depuis 20 ans. Il connaît le matériel. Il connaît la saleté. Il sait ce que cela prend. Il veut que l'or qui sort de sa poche commence à y retourner. Si son père ralentissait, c'est Mike qui reprendrait les opérations. Et Mike en a assez d'attendre la poignée de main. 2 semaines plus tard, Mike livre sa réponse sans parler. Un nettoyage pesant 120 et 1 once et demi. Tony voit le numéro. Tony voit la fin. Puisque Kevin est prêt, dit Tony, pourquoi ne pas installer Mike aussi? Pour la première fois de sa vie, Mike Beats est sur le point de posséder sa propre lavoir. La ligne de flottaison est la première écope. De retour à Dominion, la poule aux œufs d'or est debout sur son coussin. Mais rester debout n'est pas une exploitation minière. Les mécaniciens Alec Kelly et Liam Pecula sont plongés dans la dernière étape de la configuration. Ils mettent en place la ligne de flottaison de l'oie et la course est longue et laide, depuis l'étang jusqu'à l'usine. Chaque mètre de distance est une autre chance que quelque chose se passe mal. Un pli, une fuite, un joint faible, une pompe qui ne parvient pas à aspirer suffisamment de volume en haut de la colline. Le souci est simple et terrifiant. S'ils ne parviennent pas à fournir suffisamment d'eau à l'oie, celle-ci ne peut pas courir à plein régime. Si l'oie ne peut pas courir à plein régime, le pari d'$1 million de Parker n'a servi à rien. Alec et Liam bougent vite. Ils mettent le panier d'aspiration en place. Ils truquent la pompe. Alec le dit à voix haute parce que tout le monde le pense. Une grande partie de notre saison repose sur cela ici même. L'usine sera-t-elle capable de faire ce dont nous avons besoin? La pompe se charge la poussière, s'échappe de la conduite, puis l'eau commence à s'écouler. « Allez, tu penses » marmonne Alec. La ligne cogne. La pression monte. Chaque mineur sur la plateforme surveille la ligne comme s'il s'agissait d'un fusible, puis l'eau commence à couler vers le haut de la colline. L'oie respire pour la première fois. L'Inde reçoit l'appel du chargeur. Le seau se relève. Le seau pointe. Payé tombe dans la trémie. Première cuillère dans l'oie. Bon sang, ouais. L'équipage éclate. Félicitations pour votre nouvel achat. Parker s'autorise un sourire. Je suis juste content que ça marche, dit-il. Ouais, moi aussi. Puis la conversation tourne vite. Quelqu'un lance 220 mètres à l'heure, 230. Parker a déjà dépassé ce chiffre dans sa tête. Je veux juste briser cette pile. Il porte la cible à 270 mètres par heure. Quel est l'intérêt d'avoir une toute nouvelle usine si vous ne voulez pas la faire exploser? Le rire sur le pad dure environ 10 secondes. Vouliez-vous viser une vitesse de 220 mètres à l'heure? Je viens de le mettre un peu plus. C'est 270 mètres à l'heure. Quel est l'intérêt d'avoir une toute nouvelle usine si vous n'allez pas la faire exploser? Quelque chose semble bizarre. Le bourdonnement de la plante change. Chaque mineur sur le pad l'entend au même moment. Le ton est faux. La ceinture sèche. Alec bouge déjà avant que Parker ait tourné la tête. Le sourire de Parker a disparu. L'ensemble du pad est silencieux. Arrêtez de courir. Partout quelqu'un appelle essayant de voir le problème avant que la ceinture ne se déchire. Alec scanne le flux. Il pointe du doigt. Il y a un bar sur l'une des sections. Il pointe à nouveau du doigt. Là, Alec le trouve. Un monstre. Une boule de paille gelée de la taille d'un petit rocher coincé au mauvais endroit.
L'équipage emménage. Parker s'approche du flux. Les mains tendent la main vers le morceau congelé. Il s'en mêle. Il le lâche. Il le montre clairement. La ceinture s'accroche. L'eau s'accroche. L'oie avale à nouveau. La ceinture bouge. Flux de paye. L'usine fonctionne. Pendant un instant, l'équipage se contente d'observer le travail de l'oie. Orignal blessé. Arrêté à 40 miles de là, à Wounded Moose, l'élan de la famille Beats s'arrête net. Minnie Beats entre dans la cour avec un regard qui dit à chacun d'eux, avant d'ouvrir la bouche, que quelque chose ne va vraiment pas. Tony la regarde. « Quelle était votre panique, madame ?» Sa réponse atterrit comme un seau abandonné. Elle a été au téléphone avec le bureau des licences. Wounded Moose, le terrain de 4 millions de dollars que les Beats viennent d'acheter, n'a pas de permis d'utilisation de l'eau au nom de la famille. Le permis de conduire précédent court jusqu'en 2027, mais les documents n'ont jamais été transférés. En attendant, aucune exploitation minière ne peut légalement avoir lieu sur le Claims. Pas d'écluse, aucune plante, aucun or ne sort du sol. Sérieux, dit Mike. Ensuite plus fort. Pourquoi découvrons-nous cela maintenant? Tony admet qu'il avait honnêtement eu l'impression qu'un permis de 3 ou 4 ans avait déjà été transféré. Minnie pensait la même chose. Toute la famille l'a fait. Au Klondike, un permis d'utilisation de l'eau n'est pas une formalité. Sans cela, chaque tranche de salaire qui passe par une écluse est une tranche qui légalement n'aurait pas dû bouger. Une exploitation de betteraves qui exploite des écluses sans permis est une exploitation de betteraves qui attire exactement le genre d'attention que Tony a passé sa vie à éviter. Inutile de pleurer à cause du lait renversé, dit Tony. C'est comme ça. Cela aurait été bien de vérifier cela juste pour voir ce qu'ils ont acheté, mais pas de licence signifie pas d'exploitation minière. Tony ramène l'équipage à Indian River et Paradise Hill. Ses affirmations sont productives. Ses réclamations sont accompagnées de documents. Le reste peut attendre le gouvernement. Inutile de pleurer à cause du lait renversé, disent-ils. C'est comme ça, mec. Cela aurait été bien de nettoyer cela, juste pour voir ce qu'il y avait là-dedans et voir ce que nous avons acheté. Mais cela n'arrivera pas. Nous n'avons pas de permis. En attendant, autant aller gagner de l'argent. Qu'en penses-tu? Ouais. Pour Mike, le succès est personnel. Chaque fois que j'essaie de faire quelque chose pour avoir ma propre place, cela s'arrête toujours. La chance qu'il réclamait, la chance que son père lui a finalement donnée est sur la glace, jusqu'à ce qu'un document gouvernemental le rattrape. Wounded Moose reste silencieux pendant que la paperasse s'accumule et Mike retourne sur le terrain de son père. Problème dans Kevin's Cut. 40 000 dans une autre direction dans l'opération de Kevin Beats, une autre tempête se prépare. Kevin est déterminé à prouver que son secteur de l'exploitation Beats peut se suffire à lui-même, mais l'alchimie de son équipe se fissure. Le jeune Taven a été rétrogradé de l'usine de lavage. À sa place, Aya a été promue opératrice de chargeuse chargée d'alimenter l'usine contre rémunération. Aya prend la promotion au sérieux. Il se sent un peu chanceux, dit-il, d'avoir la confiance de Kevin et de Faith d'abord pour apprendre à utiliser l'équipement, puis d'avoir confiance pour nourrir l'usine. Pour un jeune opérateur, c'est une marque de confiance majeure. Pour Taven, maintenant coincé sur un camion de roche transportant de la terre jusqu'au tas à pic. Taven ne veut pas avoir l'air d'un râleur, mais il estime que l'endroit le plus utile pour lui n'est pas dans un camion de roche. Il se débrouillait vraiment bien avec la plante d'après sa propre lecture. Et puis Aya a eu l'usine et Taven a été envoyé au transport de terre. Dans son esprit, cela ne semble pas du tout juste. Taven prend également des photos au rythme de son propre travail de rock truck. Parfois, il roule à 10 000 à l'heure et on lui dit d'aller plus vite. Parfois, il va à 15 et on lui dit de ralentir. C'est, dit-il, difficile d'être un petit gaz en pleine traction. Taven ne cache pas sa frustration. Il n'a pas l'impression que l'endroit le plus utile pour lui est dans un camion à pierre. Il pensait qu'il allait apprendre beaucoup de choses en travaillant ici, mais dans son esprit, il n'a pas l'impression qu'il existe un plan de mine. Chaque jour, dit-il, c'est comme si personne ne savait ce qu'ils font, et ils pensent qu'ils extraient de l'or sans creuser de trous ni de carrières de roches. Taven a également compris la façon dont Faith gère le montage. Il respecte Kevin. Kevin est un gars formidable dans l'esprit de Taven, mais Faith a un regard que Taven interprète comme un regard noir, et tout le monde dans l'équipe lui a dit que c'était exactement comme ça qu'elle était. Taven n'est pas sûr d'y croire. Sur un site minier, cette petite friction à l'usine de lavage se transforme en friction partout ailleurs. Les radios deviennent plus nettes, les temps de pause raccourcissent, et le genre de plainte que Taven fait à la radio a pour habitude de trouver l'heure. Les commentaires reviennent à Kevin et Faith, et rapidement.
Faith appelle Taven dans la zone de rassemblement. Ce ne sont pas des conversations vraiment amusantes. « Est-ce que je me fais virer ?» demande Taven. « Pas encore. » Mais la foi est claire. Elle l'a entendu à la radio. Elle lui dit que c'est le deuxième coup, le troisième coup, et il est éliminé. Elle lui dit de se mettre en valeur. Taven dit merci et s'en va en sachant qu'il fait une erreur en perdant son emploi. C'était une mastication terrible, c'est sûr. Encore des ups et je me fais virer. Si c'est un coup 2, un coup 3, vous êtes éliminé. Ouais, c'est presque le dernier mois. J'ai juste besoin que tu aimes être un homme, être adulte. Ouais. Kevin et Faith ont une ligne d'arrivée à atteindre et un objectif de 2011 encore devant eux. Ils ne peuvent pas se permettre un autre contretemps de la part de l'équipage. Pas si proche du gel. La lecture de Kevin pour le moment est claire. La saison touche à sa fin. Il n'y a pas beaucoup de temps. Si l'opération tourne mal, maintenant toute l'année va avec. La semaine chargée de Tony. Pendant que la famille Beats s'occupe des licences et du personnel, Tony fait ce qu'il fait le mieux. Il pèse de l'or. Une semaine complète de transport depuis ses concessions d'Indian River et de Paradise Hill est sur la balance et Tony lit une échelle de la même manière que les autres lisent les écritures. « À quoi ressemblent vos nettoyages ?» demande Tony. « Pas trop mal », répond son contremaître. Quelques belles pépites, ce qui est rare sur la colline. Le premier est le coin coupé d'Indian River. La balance sort. Tony se penche, l'aiguille grimpe. 60, 70, 80. Le premier chiffre est déjà un bon chiffre. Il y a plus à peser. Beaucoup d'écluses, beaucoup de choses. Allez-y, comme dit Tony. Vient ensuite le plus grand terrain provenant de l'écluse. L'échelle ne cesse de grimper. 40, 80, 90, 100, 100, 20, 100, 30, 100, 60, 10, 100, 80, 200, 200, 10, 200, 20, 200, 30, 200, 37, 5, 11. C'est génial, dit quelqu'un, et ce n'est pas fini. Le nettoyage de la colline commence ensuite. 80, 80, 10, 100, 120, 100, 30, 160, 10, 180, 200, 210, 220, 230, 237, 58. C'est génial. Ok, tire ton camion, allons-y. L'échelle remonte à nouveau. 80, 90, 100, 110, 100, 20, 100, 30, 100, 60, 10, 100, 80, 200, 30, 200, 40, 250, 258 et changement. Le sourire de Tony grandit à chaque tic. C'est plutôt bien, hein? Lorsque la semaine est comptée, Tony a récolté 715 onces sur toutes ses réclamations actives. Au prix actuel, cela représente environ 2,5 millions de dollars en une seule semaine. Son total pour la saison s'élève désormais à 7333 onces, soit une valeur de près de 26 millions de dollars. Il a dépassé son objectif de la saison de 6500 onces. Belle charge, dit Tony. C'est toute la phrase de Tony. 26 millions de dollars profondément sous-estimés. Le sprint de Parker jusqu'à l'arrivée. De retour à Dominion, l'exploitation de Parker's Golden Mile exploite enfin 2 usines de lavage. Big Red frappe une montagne. La Golden Goose bat l'autre. 2 usines, 2 montagnes de salaire, une saison qui se termine rapidement. Cette nouvelle usine est vraiment sympa, dit Parker. Il y a encore une montagne de salaire derrière Loi et cela représente près de 1000 heures d'écluse. Il ne reste plus que 1000 heures dans la saison. Les nuits rallongent. Les matinées deviennent plus froides. Tous les mineurs du Klondike savent ce que cela signifie. Le sol prévient les équipages que la fenêtre se ferme et le gel du Yukon ne négocie avec aucun opérateur. Parker ne peut pas demander de prolongation. Personne ne le fait. Lorsque le gel arrive, les pompes doivent sortir de l'eau. Les usines de lavage doivent fermer. Tout l'or qui est encore dans le sol le restera jusqu'à la saison prochaine. Chaque heure où l'Oie est propre est une heure de rédemption pour le pari d'1 million de dollars. Avec les prix de l'or là où ils se situent, ils ont atteint de nombreux records et qui sait combien de temps ces prix vont durer. Nous sommes à un peu moins de 10 000 onces. C'est comme une sacrée année pour extraire de l'or. Chaque scoop entrant fait partie de la réponse à la question des 10 000 onces que Parker se pose depuis le jour où il a fermé le Golden Mile. Loi court. La montagne rétrécit. La saison se dirige vers une ligne d'arrivée qui est plus proche que quiconque chez Dominion n'est prêt à l'admettre.
Parker parcourt le terrain entre les deux usines. Il vérifie les ceintures. Il vérifie les aliments. Il vérifie la conduite d'eau qui lui a presque coûté toute la construction. La ceinture de Big Red courte. La ceinture de loi court. La course du chargeur. La salle de l'or est de plus en plus fréquentée et un patron qui était en retard il y a 3 semaines commence enfin à rattraper son propre plan. D'où Parker se tient sur le pad, regardant 2 plantes tonnées sur 2 coupes, il a enfin un vrai coup. Et dans ce jeu, pour ce boss, cela suffit. Loi gagne son nom cuillère par cuillère, heure par heure, et la ligne d'arrivée que Parker poursuit depuis 3 semaines devient enfin visible. Alors pensez-vous que Golden Goose va sauver la saison de Parker, ou est-ce que ce pari d'1 million de dollars va lui exploser au visage avant que le sol ne gèle? Déposez votre prédiction dans les commentaires, car bon nombre de vos appels à Parker au fil des ans ont été plus pointus que les miens. Restez dans les parages, car la prochaine étape sera de dissiper la plus grande tension jamais créée entre Tony et ses garçons, ainsi que la seule découverte à Indian River que même Tony n'a pas vu venir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Nous suivons ensemble chaque rebondissement de cette saison du Klondike et vous ne voulez pas manquer la suite.